Mesdames, Messieurs, d'abord, je voudrais féliciter ceux qui sont à l'initiative de ce grand mouvement Produire en France. Bien sûr, Yves Gégaud d'abord, et puis Arnaud Montebourg. Dès qu'ils ont lancé l'an dernier un appel, j'ai répondu présente parce que je considère que c'est un des enjeux majeurs de l'avenir de notre pays. J'ai un regret, c'est de ne pas avoir convaincu plus tôt, et j'ai une détermination, c'est de penser qu'aujourd'hui, les Français peuvent se fédérer autour de la reconquête industrielle et du redressement productif de leur pays. Un regret parce que, quoi qu'on en dise, diriger, c'est prévoir, et il était important, il y a quelques années, de mesurer qu'un certain nombre de choix qui étaient faits allaient nous amener, nous, la France, dans le mur, et en particulier nous affaiblir considérablement sur le terrain productif. Je me souviens de m'être fait traiter de vieille archaïque lorsque j'expliquais que le libre-échange généralisé qu'on nous préconisait sans normes environnementales, sans protection environnementale, sans protection sociale, sans mesures anti-dumping, allait inéluctablement fracasser notre modèle européen et singulièrement le modèle français. Je me souviens avoir expliqué que la modernité et les sciences ou les nouvelles technologies ne condamnaient pas la vieille industrie, où on m'expliquait que les e-technologies allaient remplacer tout, alors que l'essentiel était de faire passer cette révolution des nouvelles technologies dans l'ensemble du champ industriel. Je me rappelle avoir été traitée de vieille archaïque lorsque je disais que le capital public, qui devait être agile et pas complètement bloqué forcément sur une seule entreprise, mais devait être un outil qui nous permette d'accompagner les mutations industrielles, garantissant une certaine indépendance nationale et une capacité à garder en France un certain nombre d'entreprises. Mais je n'ai pas de regret puisque d'une certaine façon, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y aura pas de redynamisation de la société française, de conviction quant à la solidité de son modèle social et républicain, si nous ne sommes pas capables de relever ces défis. Alors, comment faire? Premièrement, et là j'ai un désaccord partiel avec notre ami Jacques Attali, je pense qu'il faut une politique de relance de l'activité. Je considère qu'aujourd'hui, la politique dite de l'offre par les compétitions des coûts du travail s'avère inefficace. Elle l'était dès le début parce que l'offre, quand vous avez une croissance mondiale faible et une croissance intérieure qui n'est pas soutenue, eh bien l'offre, les efforts que vous faites d'offre n'ont pas suffisamment de commandes dans vos entreprises qui vous permettent de pouvoir faire l'effort d'investissement et qui vous permettent d'être au rendez-vous du redressement. Donc moi, je plaide pour une politique de relance fondée j'ai 35 milliards, fondée en partie sur la relance du pouvoir d'achat et des salaires, des bas salaires, parce que, contrairement à ce qu'on raconte, 80% de la consommation des couches populaires est hexagonale, pas toujours industrielle sur les biens manufacturés, mais elle est hexagonale. Et d'autre part, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de remplir un certain nombre de carnets de commandes qui ne seront pas remplis par une croissance européenne et mondiale atone. Deuxièmement, il faut relancer des grands investissements structurants qui nous amènent à la révolution numérique et qui nous permettent d'assumer la transition énergétique. Et il faut de ces grands plans structurants avec de l'investissement public. Par exemple, pour qu'enfin on ait une stratégie énergétique de longue durée qui soit capable de promouvoir les énergies renouvelables, le stockage, et cette visibilité est indispensable. Nous avons besoin de grands travaux pour la mobilité non polluante, qu'il s'agisse des réseaux pour le gaz ou pour les bornes électriques, etc. etc. Je ne vais pas vous donner l'ensemble du détail. Mais sans une politique de relance, le pays sera dans une dépression collective qui ne permettra pas ce redressement. Et puisqu'on parle d'amener le consommateur à privilégier le salarié, ce que j'ai toujours plaidé, vous voyez bien que si les salariés sont mal payés, s'il y a tant de pauvres, il y a 1 million de travailleurs pauvres dans notre pays. Et pauvres, c'est 50% du revenu médian. Sinon, c'est 2 quand vous êtes à 60% du revenu. Comment voulez-vous lui demander de faire l'effort du différentiel de prix sur la qualité des produits, etc. Notre fiscalité doit jouer là-dessus, mais sans un pouvoir d'achat des couches populaires améliorées, l'orientation de notre consommation ne sera pas optimale. Deuxième grand sujet,
la nécessité de soutenir la compétitivité hors coût de nos entreprises. C'est le maillon faible historique de la France. Or, on s'obnubile à longueur de journée sur la question de la baisse du coût du travail sans réfléchir à l'ensemble de la dynamique de la stratégie hors coût, et en particulier de l'absence de politique industrielle. J'ai été vice-présidente du Parlement européen. J'ai siégé de nombreuses années à la commission environnement du Parlement européen, où on fait toutes les directives qui ont beaucoup d'impact sur les normes de production. Qu'est-ce que j'ai observé ? Les Allemands s'étaient organisés entre eux, avec leur land, avec leur secteur industriel, avec leurs ONG, avec toute une série, leurs grandes et leurs petites entreprises, pour savoir ce qu'ils voulaient comme normes, comment ils concevaient l'évolution de leur secteur. Par exemple, certes, il y avait des délocalisations, mais on gardait en Allemagne l'essentiel de l'articulation qui fait la qualité du produit, pas simplement la recherche, des éléments stratégiques de la production. Nous n'avons plus de politique industrielle parce que le basculement que nous avons fait entre le hyper-nationalisé qui s'est fait avec une privatisation généralisée qui nous a amenés dans l'hyper-financier. Donc nous avons besoin de reconstituer, Arnaud a fait des premières démarches, il faut aller plus loin sur des vrais plans de filières industrielles qui travaillent pas simplement sur la recherche et l'innovation, mais l'organisation de la complémentarité entre les sous-traitants et les grandes entreprises, les normes à promouvoir, l'anticipation des évolutions techniques et technologiques, les formations en amont d'ingénieurs, voire loin pour permettre la réussite de ce qu'on appelle la réindustrialisation durable. Et ça veut dire que l'État doit mettre des moyens pour ces politiques-là. Elle doit le faire aussi en termes financiers. Moi, je le dis tout net, le capital français est déséquilibré. Il est trop dépendant de l'extérieur. Nous manquons de capacité de financement de l'investissement. Dans le hors-coût, j'ai eu un débat sérieux avec le gouvernement et M. Macron. Et quand on avait le CICE où tout le monde, la grande distribution, touchait autant et voire plus que certains secteurs industriels. C'est du gâchis, il faut cibler, il faut conditionner les aides publiques. Pendant ce temps-là, on a pris du retard pour notamment l'amortissement de modernisation, de robotisation, de numérisation, qui est indispensable à faire. La durée de vie moyenne des machines-outils en France, c'est 20 ans, leur âge, c'est 20 ans, en Allemagne, c'est 10. Et quand on fait un avantage fiscal, et là je suis d'accord avec M. Lagarde, on ne le fait pas pour 6 mois, 1 an, soit 10 ans, parce que c'est booster. On décide d'une réforme fiscale et d'un système fiscal dans la durée. Les Italiens ont mis une aide au suramortissement sur 4 ans pour engager la mutation du numérique. Car oui, ça nous permet de relocaliser les productions dans notre pays. Sur la fiscalité, je pense qu'il est essentiel que le coût du travail ne soit pas le seul ou l'élément dominant du financement de notre protection sociale. Mais je ne suis pas d'accord sur la TVA sociale. Je préconise une autre méthode qui est la contribution sur la valeur ajoutée qui, dans le secteur industriel, serait moins pénalisée par un gros effort de décote sur les investissements réalisés. Enfin, s'agissant de cette modernisation de notre outil de production, il doit effectivement être soutenu par la capacité de notre consommation et donc d'orienter la consommation des Français vers le produit en France. Premièrement, je l'ai dit, sans un pouvoir d'achat consolidé, ce sera difficile. Deuxièmement, oui, il y a la commande publique. Alors sur la commande publique, Arnaud a dit des choses très bien, je partage. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut mettre des clauses anti-dumping. On risque d'avoir des confrontations avec les Européens. Je vous en dirai quelques mots à la conclusion. En tout cas, qui ne va pas tarder. En tout cas, ce que je veux dire, 2 choses. Je souhaite la création d'un ministère de la consommation pour la qualité et pour les produits faits en France. Car il faut que nous travaillions sur les normes, sur la qualité, sur la promotion du bio
et qu'on crée un élément culturel dans le pays. Comment comprendre que dans les cantines allemandes, 70 à 80% viennent de l'agriculture allemande et que dans les cantines françaises, terre de la gastronomie et de l'agriculture, on n'en est que 50 à 60%. C'est inacceptable. On ne va pas tout faire avec des normes. Il va falloir que toutes les grandes entreprises publiques, tous ceux qui répondent à la puissance publique, soient dans l'obligation de produire chaque année le bilan de combien ils ont fait d'achats en France et à l'étranger. Il y aura la pression citoyenne pour soutenir le produire en France. Enfin, vous l'avez entendu, la réorientation européenne est pour moi une préconisation et je ne dirai qu'un mot. La France doit se faire respecter. Ce que les Anglais ont fait, ce que Charles de Gaulle a fait à certains moments de l'histoire, pour obtenir la réorientation, la France d'aujourd'hui doit le faire pour une autre Europe. Merci. Merci énormément.